sur Radio Espace, également aussi sur Espace TV. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, qui nous rejoignez sur nos antennes, évidemment. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Suite FM Guinée, 99.1 ici à Conakry. Vous êtes à Guékédou, vous nous écoutez sur Makona FM. Farana écoute Radio Espace à travers Bambou FM. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, par message, le 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. On commence, mon cher Tamba, avec ce communiqué, je peux dire attendu ou inattendu? Attendu, puisque le comité de suivi s'est réuni hier. Ouais. Vous vous souvenez du fameux comité de suivi dont la formation a fait beaucoup de bruit? Ouais. Il y a des acteurs politiques, la société civile, qui s'étaient étonnés de la configuration que le comité a fini par avoir et qui n'était pas conforme à celle convenue lors du dialogue que les Guinéens ont eu ici. Il y avait un certain nombre d'acteurs qui devaient y figurer pour garantir une certaine autonomie, pour garantir un certain recul nécessaire dans les activités d'évaluation, dans des activités de suivi des actions de mise en œuvre dans le cadre de la transition. Donc l'objet, Lamine, c'était de dire, avec la CEDEAO, on a convenu d'un chronogramme de 24 mois, premier élément. Deuxième élément, toujours avec la CEDEAO, on convient que dans la mise en œuvre de ce chronogramme-là, il faudra avoir une instance qui va suivre les actions jour après jour. Puisqu'il s'agit d'un chronogramme particulièrement bien éclaté, avec des actions précises et des actions qui sont surtout programmées dans le temps. Ouais. Alors, l'idée, ce serait de dire, ayons une instance indépendante qui n'est pas nécessairement mêlée à la mise en œuvre quotidienne, mais qui serait capable, premièrement, de questionner les actions dans leur mise en œuvre, d'en évaluer l'impact, mais surtout, Lamine, de s'assurer que les actions sont en train d'être mises en œuvre conformément à un calendrier. Ouais. Calendrier devant permettre de revenir à l'ordre constitutionnel. Ouais. Voici l'objet du comité de suivi qui a été institué. Je crois qu'il s'agit d'une véritable première session de ce comité sur le suivi en tant que tel. Il ne s'agit pas, je ne parle pas de rencontre du comité pour se connaître, pour prendre contact, pour échanger et pour fixer les responsabilités. Oui. Là, je parle de rencontre, de travail sur le chronogramme tel qu'il est mis en œuvre aujourd'hui, avec deux ordres, avec deux éléments inscrits à l'ordre du jour. Le premier, c'est bien un rappel du fonctionnement et du pilotage du comité de suivi. Le second, c'est un peu faire le point de la situation, de la mise en œuvre, donc le point situationnel de la mise en œuvre des activités inscrites dans le chronogramme qui a été prescrit par la CEDEAO, par l'État guinéen pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ce qui va retenir notre attention, mon cher Lamine, c'est moins le fonctionnement du comité de suivi, c'est moins la façon dont il est piloté, parce que là-dessus, on a déjà dit ce que nous en pensions, et moi, je maintiens mon avis là-dessus. On aurait plus à gagner à avoir un comité de suivi qui n'est pas davantage constitué de cadres du département en charge de la mise en œuvre du calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Le MATD, qui est surreprésenté à l'intérieur des grandes gueules. Là, il aurait fallu avoir une entité un peu plus détachée de l'action. Bien entendu, le suivi fait partie de la mise en œuvre, mais ici, nous sommes dans un domaine sensible, dans un domaine hyper politisé. Ça aurait été bien d'avoir une entité qui est détachée du politique et qui n'a pas d'intérêt direct à cela. Ça nous permettrait d'avancer plus rapidement, plus lucidement, mais surtout de manière plus objective dans l'appréciation des activités mises en œuvre. Le premier point, mon cher Lamine, c'est celui du recensement général de la population, le fameux RGPH, sur lequel on a longuement épilogué. Vous vous souvenez, on soulevait la question du budget comparativement à la Côte d'Ivoire, comparativement au Mali ou au Sénégal, des territoires à la fois plus vastes, plus étendus, plus spacieux, mais aussi plus étoffés d'hommes. Parce que d'un point de vue démographique, il n'y a pas match entre nous
et ces pays-là, sauf que notre budget est dans pas mal de cas supérieur à celui des autres. Et on s'est bien posé la question, pourquoi un petit pays comme la Guinée, d'un point de vue superficie, d'un point de vue démographique, un petit pays a plus de budget dans le cadre de la réalisation des opérations de recensement. Après, on peut monter, on peut descendre avec un argumentaire. Il y a des partenaires qui Ou sont... peut-être il y a plus d'options, je ne sais pas. Lamine. Non, mais je pose des questions. Les grandes gueules. Vraiment, qu'en 2023, la Guinée va avoir plus d'options à son recensement qu'un pays en plein essor économique et démographique comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui fait quand même quoi? 65% du PIB de la sous-région. De la zone franc. Ouais. Vous me parlez de ce Les grandes gueules. de quelles innovations dans un recensement général de la population à ce niveau-là. La Côte d'Ivoire, c'est notre petit pari. Hein, Non, tu comprends pas parce que quand on, je sais pas, il y a quelqu'un qui me disait que depuis 2013, on n'a pas fait de recensement ici. Donc, je parle un peu dans ce sens. On est même dans le calendrier encore. Hein. Voilà. Ça peut s'expliquer peut-être, je ne dédouane pas, mais peut-être par ce qu'on a déjà comme acquis. Si on n'a pas de base comme les autres, il va falloir aller de 0, alors que les autres peuvent aller par exemple de 2. Je peux comprendre cela. Ouais. Alors, je comprends. Je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire est plus spacieuse que la Guinée. La Côte d'Ivoire, c'est 28 millions au moins d'habitants. Sur la base d'un tel, parce que je crois que c'est 2022 qu'ils ont procédé à ça, ou 2021, je ne sais plus. Par rapport au temps, c'est 2010 pour nous, 2014 pour nous, le dernier recensement. Celui qui doit advenir, c'est 2024. C'est chaque 10 ans, normalement. Ça, c'est une première observation, mon cher Lamine. Mais vous m'expliquez comment ça, qu'un territoire plus vaste que le vôtre, avec 28 millions, près de 2 fois notre population, en tout cas à partir de 2004, même pas 2014, parce que 2014, il y en a 11-12 millions. Aujourd'hui, avec les projections, on est peut-être à 14-15 millions, Lamine. Donc 2 fois notre population, 2 fois certainement nos ménages. Vous me dites que vous pouvez justifier que vous ayez le même nombre le même montant pour réaliser un recensement général de la population. Je peux convenir que dans une certaine proportion, il est dans la même proportion d'individus, par exemple sur 10 millions d'habitants, vous ayez, du fait des routes que nous n'avons pas comme eux, certainement, vous ayez une majoration sur le budget, mais ça ne peut pas être équivalent. Je ne le concevrai pas. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, on se posait la question de ce recensement général de la population qui quand même va s'étendre sur une longue période. Je crois que c'est 2 ans totalement qui sont réservés à ce recensement général de la population. Ouais. Et on nous apprend que 37 activités ont déjà été réalisées dans le cadre de ce recensement général de la population. Bon. C'est ainsi bien d'avoir fait le point. Ouais. Mais je pense que l'opinion en attendra davantage. Parce que là, il s'agit d'un communiqué c'est un communiqué donc très succinct, mais il sera nécessaire justement de venir face à l'opinion et de nous édifier sur les activités. Quand on parle de 37 actions, moi je suis un peu bleu ce matin. 37 actions. Ouais. Les grandes gueules. Je ne sais pas qui saurait nous dire dans la presse ou même dans l'opinion aujourd'hui quelles sont ces actions-là. Ouais. C'est une très bonne chose de l'apprendre, mais ça va être encore une meilleure chose de savoir quelles sont les actions qui ont été menées. Ouais. Ils incitent, hein. Oui, ils citent quelques actions. Ils citent des actions, mais ce n'est pas les 37 en fait. Ouais. Mais quelques-unes, celles qui sont mentionnées ici, 8 actions citées, ce serait important. Normalement, quand des actions comme ça se passent, il devrait y avoir une communication autour. Quand nous prenons par exemple le recrutement des experts internationaux en cartographie censitaire, en communication et d'un consultant technique principal, c'est peut-être des choses qui peuvent se faire à l'interne, mais on pourrait savoir ce qu'il en est réellement, scruter, savoir comment l'appel a été fait, est-ce que c'était suffisamment transparent pour permettre aux personnes de compétir, recruter de façon vraiment sincère, légale, pour répondre aux besoins de la Guinée de façon transparente. Il serait important d'avoir des éléments de la Les grandes gueules.
d'élaboration de dossiers d'appel d'offres et de lancement. Ça peut se faire à l'interne, bien évidemment. Et lancement du processus d'acquisition d'engins roulants pour le fonctionnement et la collecte des données. Comment ça se fait réellement, l'acquisition de ces engins roulants-là? Parce que nous savons comment les choses se passent dans notre pays. Ce serait bien qu'il y ait quand même de la transparence la pédagogie. sur la façon de la pédagogie, sur la façon dont toutes les choses là devraient se passer. Ouais. Vous avez par exemple la conception et la validation des questionnaires, des fiches d'enquête, l'installation des comités locaux du RGPH4, le développement d'une application de recrutement en ligne, de paie, de suivi, de gestion de logistique et de collecte des données. Cette application, est-ce qu'elle existe réellement aujourd'hui? Qu'en est-il? Comment vérifier? Comment les Guinéens peuvent-ils vérifier l'existence de cette application? Ce serait bien que le ministre puisse accepter, par exemple, de venir dans un studio pour répondre aux questions c'est la moindre des choses, évidemment. Le peuple a le droit de savoir. Plus d'informations concrètes là-dessus. La ministre, je pense qu'on va l'inviter. Oui. La ministre du plan, la ministre du plan et de la... Je pense qu'elle est ouverte à ce type de démarche et ce sera intéressant de la voir si elle le souhaite. Ou autrement, comme j'aime à le dire, c'est soit chez nous ou soit dans l'espace public. Un point de presse, une conférence de presse, ça nous permet d'avoir des éléments sur ces choses-là. Et je le disais au début, quand on se posait la question, parce qu'ils ont dit que ça avait déjà démarré, et on se posait la question, mais à partir de quoi? Effectivement, Djadia l'a dit, l'élaboration de dossiers d'appel d'offres, c'est des choses qui vont se faire. Les termes de référence qu'il faut d'abord élaborer, ça, ce sont des choses qui se font à l'interne, si vous voulez, en souterrain. On ne le voit pas toujours, mais c'est bon que, par exemple, ça figure ici. Mais Lamine, ce qui m'intéresse, c'est bien, moi j'ai envie, honnêtement, d'acclamer si ça se vérifie. C'est pourquoi ce serait bien de les entendre. Eux, qui sont les acteurs. Lamine, quand on vous dit, dans le cadre d'une opération de recensement, on vous dit que les comités locaux du recensement sont déjà installés. On vous dit que les questionnaires, parce que les fiches du questionnaire, j'imagine qu'il y a plusieurs questionnaires, ont été élaborés et validés, mais c'est bien. Et puis, une application qui a été développée pour le recrutement en ligne, la paie, le suivi, la gestion logistique et la collecte des données. Mais j'ai dit, mais ça va. Ça veut dire que on est plus loin du démarrage des activités de recensement. J'imagine que maintenant que tout ça a été fait, on va recruter du personnel recenseur, on va en identifier, on va en recruter et on va les former avant de les déployer sur le terrain. Mais ça, ce n'est plus quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et lorsqu'ils y seront, ça ne va pas traîner. Je crois qu'ils ont 3 semaines pour récolter les données et les remonter, puisque je vois qu'il y a un système de gestion des données. J'imagine que la remontée des données sur base de tablettes interconnectées sera automatisée. Ça va nous permettre d'aller très très vite. Et le reste du travail, ça va naturellement être un travail d'analyse, de traitement de données, d'analyse, de rédaction de rapports, mais aussi de ce grand fichier à constituer. Je dis bravo que déjà ce comité ait pu se réunir, que ce type d'éléments ait pu être réalisé, en attendant, je dis bien sous réserve, que l'on puisse en avoir le cœur net à la faveur d'un échange direct avec les principaux acteurs concernés. Justement. Est-ce qu'on a parlé d'argent ou pas du tout? Le nerf de la guerre, mon cher ami. On ne parle pas de ça. Ah ben voilà. Non, parce que j'ai vu de sortir un petit peu de Mori Kondé, entre autres. Voilà. On en parlera forcément, mon cher Caps. Ça t'inspire quoi tout ça? Ben, écoutez, Lamine, moi, ça m'inspire 3 choses. D'abord, la première des choses, Tamba l'a dit, je pense qu'il faut insister sur ça, sur la composition même de ce comité-là. On ne peut pas être juge, on ne peut pas être jugeur et arbitre à la fois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter parce que ça peut entretenir un flou. D'autant plus qu'aujourd'hui, au regard des 37 activités qui citent sur le compte du recensement général de la population et de l'habitation, il faut dire qu'à ce niveau-là, déjà, il faut soulever un certain nombre d'interrogations parce qu'on peut se dire qu'il y a un manque d'absence, une absence de transparence dans la façon dont les activités sont menées. Il ne faut pas oublier qu'il y a une frange de la population représentée par les forces vives. Pas de transparence. Voilà. Comme vous dites, il n'y a pas de visibilité, je peux comprendre. Oui. Voilà, mais de transparence, évidemment, on posera des questions au moment venu. C'est des questions qu'on est en train de se poser parce qu'aujourd'hui, jusque-là, on nous parle de 37 activités. Oui. On se pose encore des questions. Il n'y a pas de visibilité. C'est qui est différent de transparence, mon cher. C'est très important. Voilà. La visibilité. D'accord, pas de
de visibilité, donc, allant dans ce sens. Et il est important de relever cela. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a les forces vives ne sont pas associées à ça. Et c'est des gens qui sont partie prenante de cette élection à venir. Et ils peuvent utiliser ça demain pour pouvoir interroger les actions qui sont menées par la transition dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitation. Ça, c'est quelque chose à relever. La seconde chose à relever, Lamine, il est important de dire qu'ils ont dit que ces différentes activités-là seront menées du 1er au 13e mois des 24 mois de la transition. Et aujourd'hui, on est déjà à 6 mois, donc sur les 13 mois. Et il faut dire, et il faut faire remarquer qu'en général, tous les ingrédients pouvant permettre de mettre en œuvre ces actions-là sont déjà mobilisés. Maintenant, est-ce que les 6 ou 7 autres mois suffiront pour pouvoir finaliser ces activités-là? Quand ils nous parlent essentiellement des 3 premières grandes activités au compte du chronogramme de la transition qu'ils ont pu réaliser, notamment le recensement général de la population et de l'habitation. Ils ont parlé également du programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, mais également de l'établissement du fichier électoral biométrique sur la base du registre national de l'état civil et du registre national des personnes physiques à travers l'attribution d'un numéro personnel d'identification. Donc il faut dire qu'ils sont en activité, ils sont en train de faire les choses, mais encore faut-il, Lamine, il est important de permettre aux gens de faciliter le suivi pour les gens. Moi j'aimerais par exemple qu'ils nous disent en termes d'activité à réaliser, qu'ils nous donnent un chronogramme exact en termes de deadline pour dire telle activité-là commence à partir de telle période et prendra fin à telle période. À ce jour, mon cher Caps, on peut dire qu'il n'y a pas manque de transparence, mais de visibilité et de pédagogie. C'est très important. Et de pédagogie. Mais à l'heure décharge, c'est intéressant. Mais à l'heure décharge, le chronogramme discuté avec la CEDEAO mentionne au moins les mois pour chaque activité. Les mois? Oui. Okay. Ça commence à quelle période, ça finit à quelle période. Le recensement général, par exemple. Et pourquoi on fait pas des catimines, mais surtout comme non, mais ça, c'est disponible. Là. Je l'ai même sous les yeux. Ça fait 24 mois pour le recensement général de la population. Celui à caractère d'état civil, c'est sur 13 mois, justement, comme tu étais en train de le dire. Maintenant, sur l'opérationnel des petites actions à l'intérieur des grandes activités, bien entendu, c'est quelque chose qui se fait à l'opérationnel là-bas. Et ce n'est qu'à la faveur, et à l'heure des charges encore, ce ne sera qu'à la faveur d'un point de presse que Caps, tu peux avoir l'occasion de poser la question à des acteurs évidemment, pour avoir ce type de détails. Sinon, dans les grandes lignes, tout est chronométré. Mais il est important, par exemple, de soulever qu'à travers cette émission de ce matin-là, on les invite à le faire. Par exemple, le comité de suivi se doit, dans un tel rapport, d'aller dans ces différents détails-là pour nous dire en termes d'opérationnalisation de ces différentes activités, voici les délais qu'on reçoit par rapport à leur mise en œuvre. Ça, à mon avis, c'est quelque chose de très important qu'il est important pour le MATD, à travers le ministre Morikonde, qui est le président de ce comité de suivi-là, de pouvoir accepter de dérouler ces différentes activités pour nous, pour qu'on puisse en fin de compte savoir qu'on est en train d'aller. Mais l'autre élément également, Lamine, qu'il faut rappeler, qui n'est pas des moindres. Au début, vous rappelez, quand vous terminiez vos propos avec Tamba, vous le rappeliez, par rapport à ces finances-là, il est important parce que ça, c'est un gros point d'interrogation. Parce que les partenaires ont dit qu'il y a une grosse partie de ces finances-là qui doivent venir du FINEX, du financement extérieur, notamment des partenaires financiers de la Guinée. Maintenant, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? À quand on aura ces montants-là? Est-ce que le moment où ces montants-là seront reçus nous permettra justement d'être dans le délai des 24 mois? Parce qu'aujourd'hui, toutes ces inquiétudes-là ne sont pas des moindres. Il est important de les soulever et de dire également qu'il est bien de pouvoir parler, communiquer sur ça pour qu'on puisse avoir une forme de visibilité également par rapport aux actions qui sont menées allant un peu dans ce sens-là. C'est justement ce qui permettra à l'opinion d'être beaucoup plus sûre, d'avoir une certaine confiance par rapport au travail qui est en train d'être fait, mais également il est important de rassurer ces partenaires-là quant à l'avancée de ces différentes activités-là. L'un dans l'autre aujourd'hui, Lamine, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Il faut les encourager à continuer à communiquer dessus, parce qu'il faut le dire que depuis qu'ils ont annoncé les grandes gueules, c'est la première fois que ce comité de suivi se rencontre dans une telle activité pour pouvoir nous mettre un rapport. Et ça s'est passé sur 2 heures d'échange, 2 heures d'activité, 15h, 17h, selon ce qu'il nous apprend. Est-ce que ces 2 heures véritablement suffisent pour faire un travail de qualité, pour pouvoir nous présenter ça? Ça, c'est des interrogations à faire, mais encore une fois, il faut encourager qu'il y ait plus de démarches pédagogiques associées
à ça, parce qu'encore une fois, ce travail, c'est pour le peuple de Guinée. Surtout. Ce n'est pas pour la transition à elle sur les organes de la transition. Voilà, mon cher Caps. Allez, on revient dans un instant avec deux angles. Oui, sur Radio Espace, d'autres pans, évidemment, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Voilà, on a écouté Caps, évidemment, qui s'interroge. Hein. C'est des questions légitimes. Encore une fois, il ne faut pas confondre de la transparence à la communication et la visibilité. C'est important. Non, je crois que ces interrogations sont légitimes aujourd'hui parce que quand on nous annonce 37 activités déjà réalisées et qu'on ne nous cite que 7 ou 8, je crois qu'il n'y avait pas de contrainte à dire n'est pas tout cité. On a besoin de savoir quelles sont les 37 activités effectivement réalisées aujourd'hui. C'est un communiqué qui est sorti, ça pouvait mentionner. Mais l'autre question aujourd'hui, c'est quoi la place des autres partenaires, les partenaires politiques, par exemple. C'est quoi leur apport à ces activités? Caps l'a dit, on ne peut pas être juge et parti. C'est vrai aujourd'hui qu'on a tendance à aller vers, en tout cas c'est la volonté que les élections soient organisées par exemple par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mais là, il faut bien aussi que les acteurs sachent c'est quoi la procédure. Aujourd'hui, on ne parle pas assez du chronogramme lié aux élections et c'est la préoccupation aujourd'hui des acteurs politiques. Il faut leur dire à quel niveau on est avec. Parce que c'est vrai que quand je regarde par exemple, on parle d'un côté, on dit du schéma de l'établissement du fichier électoral sur la base du PN RAVEC. De ce point, 16 étapes ont été présentées, dont 12 doivent être mises en œuvre concomitamment avec le PN RAVEC courant 2023 et les 4 étapes en 2024. Les 12 qui vont être mises en activité, comment ça va se passer? C'est quoi la participation des acteurs politiques? Parce que les élections s'organisent, il faut le dire, pour les acteurs politiques. Aujourd'hui, le président de la transition l'a dit à qui veut l'entendre, il n'est pas candidat, il n'a pas de candidat. Et il ne fera pas un jour de plus. Il ne fera pas un jour de plus. C'est important. Ça, il faut le retenir, c'est très important. Mais ceux qui sont les concernés par ces élections, par le chronogramme des élections, il faut bien que ces acteurs aussi soient au bain de l'actualité de la procédure. S'ils ne savent pas où on va, comment on est en train d'y aller, je crois que on peut avancer et être bloqué à un niveau parce qu'ils se diront on n'est pas, parce que tout ce qu'on fait pour vous, sans vous, il faut le dire, est contre vous. Et l'autre question, qui est d'ailleurs très fondamentale, on a vu la sortie du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation il n'y a pas longtemps, quand il a évoqué l'affaire du nerf de la guerre. Oui, le nem-nem. Le nem-nem. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les grandes gueules. On a du BND, une partie qui peut être soutenue, mais le gros lot revient aux partenaires. Et jusque-là, les partenaires continuent à promettre. Est-ce que de promesse en promesse, jusqu'où ça va nous amener? On va se retrouver, les actions qu'on est en train de nous vanter pour dire que c'est mis à exécution ou c'est en cours, on va se retrouver pour dire que effectivement, ou contrairement à ce qui avait été dit, sur le terrain, la réalité est toute autre et cela va encore gripper la machine. On se retrouvera pour encore demander, il faut que les partenaires s'expriment. Et ces partenaires aujourd'hui, je crois, ils étaient autour de la table hier. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à leur apport à ces actions? Ça, la question reste encore posée parce que tant qu'il n'y a pas d'argent, il ne faut pas compter sur la mise à exécution d'une action quelconque. Ça va être très compliqué, hein, pour ne pas dire impossible. On verra bien. Hein. Je pense qu'il faut être optimiste ce matin. Ma grande, allez-y, en 2 minutes. Il faut être optimiste, mais ce serait important. Hein. Vous savez, la réunion des experts, c'est de l'expertise qui est partagée. C'est des gens qui sont dans le dossier, qui travaillent là-dessus. Même si on aurait, comme on l'a dit, hein, selon des suggestions, on aurait préféré qu'il y ait plus d'ouverture par rapport à ce comité de suivi, qu'il y ait moins de cadres, par exemple, du département de l'administration du territoire, mais c'est important de temps à autre de prendre langue avec l'opinion, c'est-à-dire de passer dans des émissions telles que la nôtre ou bien dans des émissions en langue nationale pour faire une sorte de pédagogie, expliquer aux Guinéens ce qui est en train de se passer. Ce que CAPS dit n'est pas à occulter pour une question de transparence. La transparence, ça ne veut pas dire qu'on soupçonne des cas de corruption ou des cas de détournement. En fait, c'est une question de lisibilité de ce qui est en train de se faire. De transparence. Oui, de transparence. Par l'opinion
l'opinion. Les Guinéens ont besoin de savoir qu'est-ce qui est fait réellement, parce que tout ce qu'on nous cite ici, c'est sur du papier. Est-ce que c'est perceptible sur le terrain? C'est la grosse question, parce que nous, en tant que journalistes, on ne le sent pas sur le terrain. Et il n'y a pas de lisibilité. Ce serait bien qu'il y ait, par exemple, de la communication autour, qu'on reçoive un cadre du département, par exemple la ministre ou le secrétaire général du département, si vous le voulez bien, madame, le porte-parole du comité de suivi, le ministre Mori Kondé, qu'il accepte, qu'il veuille bien échanger, venir dans des émissions comme ça pour parler aux Guinéens. Voilà ce que nous avons fait. Voilà, parce que pour montrer qu'il y a de la volonté à sortir de cette situation, parce que comme on l'a dit, il y a tellement d'activités à égrener, il y a tellement de choses à faire que ce serait bien d'échanger, de partager avec tous les Guinéens, parce que c'est les promesses quand même qui ont été faites. C'est que rien ne sera fait en catimini. Les Guinéens seront au courant de tout ce qui est en train de se passer pendant cette transition. Justement, voilà, parce que le dernier recensement en Guinée, quand même, il faut le rappeler, date de 14 ans, en 2009. Voilà, me signale-t-il. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Nous allons poser des questions aux experts, évidemment, et puis comprendre comment ça se passe exactement, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Espace TV.